définissant usager pour la culture, on a deux points de vue. Celui du public, celui du spectateur, mais aussi celui de l'artiste et créateur. Donc c'est deux usages complètement différents et deux points de vue complètement différents. Et évidemment, les uns sont interpénétrables entre eux. Ça veut dire que de mon point de vue et de mon poste, toute la difficulté va être aussi de pouvoir lui raconter autre chose que ce qu'il va trouver. Le spectateur qui vient au théâtre, dans une salle de cinéma ou dans un centre d'art, donc je parle de gens qui ont quand même accès à Internet et qui savent s'en servir, là, je vais moi devoir leur donner une information qui va compléter. Et en général, et c'est ce qu'on fait à ESIN et ce qu'on va faire de plus en plus, c'est de pouvoir lui donner l'envers du décor et le processus de création. On appelle ça dans mon jargon, parce que j'ai un jargon numérique, mais j'ai aussi un jargon culturel, la médiation. Et donc, j'opère une stratégie social média. Ça veut dire que je m'appuie sur des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans les domaines d'intervention et qui vont me donner accès à un public qui sera évidemment initié, mais qui sera exigeant et que je vais pouvoir amener à la programmation et amener à des pratiques culturelles un peu différentes. En fait, c'est mon bras armé. Ça me démultiplie évidemment tout un réseau. Qu'avant, un carnet d'adresses ne suffisait pas. Il fallait aller chercher les gens individuellement. Là, au moins, je les ai sous la main et je les embarque dans un ton, dans une atmosphère et dans une information auquel je réponds aussi. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ma programmation, et je pense que je pense une exception à l'échelle de la France, ma programmation vient pour 25%. Un quart de ma programmation est fait grâce aux réseaux sociaux. Deux choses pour l'artiste, c'est qu'on a des chaînes très ouvertes, des plateformes très ouvertes comme YouTube qui permettent d'avoir une connaissance d'artistes qu'on ne pourrait pas avoir, en tout cas écouter, y compris des indépendants. Et puis il y a cette revanche sur la World Company que peuvent avoir les indépendants grâce à l'ensemble de ces plateformes et de ces outils. Je finirai sur quelque chose qui apporte à l'artiste un modèle économique non négligeable, qui est ce qu'on appelle le crowdfunding. Vous connaissez en France My Major Company ou Ulule ou KissKissBankBank, qui sont des sources de données, de sources de financement qui sont monstrueuses et qui vous permettent d'avoir accès à des artistes très populaires comme Grégory ou Irma, mais qui aussi derrière sont toute une force de levée de fonds pour des projets plus à la marge. La hausse du crowdfunding en 2012, c'est 91% de plus de levée de fonds, donc ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que ça va être un acteur majeur pour demain, pour les politiques publiques, un acteur majeur de la coproduction et du financement. Ça veut dire que moi, au milieu de tout ça, je vais avoir accès à une nouvelle forme de culture et d'artistique avec la possibilité de recevoir des formes qui n'ont pas été fléchées par les politiques publiques. Et ça va changer complètement et je suis assez optimiste sur la créativité des uns et des autres. Les usagers, en fait, aujourd'hui à la banque, on le voyait tout à l'heure, la banque a la particularité de manipuler des données très sensibles, bien sûr, et je pense que c'est très lié finalement à ce besoin qu'ont les usagers de proximité vis-à-vis de nous. Ils veulent nous voir, ils veulent nous entendre, et on va voir que le numérique, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous a aidé à nous rapprocher des usagers, ça c'est très important. Alors les chiffres Internet au Crédit Agricole, c'est quand même assez impressionnant, effectivement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui autour d'une banque comme le Crédit Agricole. 6 millions d'utilisateurs de la banque en ligne, c'est quand même assez important. Nous envoyons chaque année 4 millions de SMS par mois, pardon, pas chaque année, par mois. Ce sont des SMS, bien sûr, par exemple pour la sécurisation des transactions, mais aussi des SMS commerciaux, tout un tas de choses, des rendez-vous pris avec les conseillers. Donc c'est des choses qui aujourd'hui prennent beaucoup d'importance. Le Crédit Agricole a aussi la particularité d'être la première banque en termes de connexions par mois. 72 millions aujourd'hui de connexions par mois. C'est surtout inhérent au fait qu'on est très satellisé, puisqu'il y a aujourd'hui 39 caisses régionales au niveau du Crédit Agricole, donc autant de sites et qui drainent un trafic très important. 800 000 clients consultent leur compte sur mobile aujourd'hui, avec des fréquences très importantes, puisque c'est une fois tous les 2 jours en moyenne. Donc je ne sais pas si on est très conscient de ça, mais c'est aussi un phénomène très important qui nous force, nous aussi, à nous adapter à ces changements. Et puis, vous connaissez sans doute l'application Mon Budget, qui a été créée par le Crédit Agricole, qui est la
l'application bancaire la plus téléchargée aujourd'hui, puisqu'on a 1,6 million, excusez-moi, il manque le petit chargement de l'application. Alors, le Crédit Agricole 2.0, le Crédit Agricole a vraiment innové ces dernières années sur le social, parfois de façon assez contestable, je dirais, puisque bon, c'était, par exemple, on voit en 2007, Jean-Philippe, qui est le directeur général de Pyrénées-Gascogne, a ouvert le premier blog d'un directeur général de banque. Inutile de vous dire qu'au début, il a été pris un peu, je ne veux pas dire pour un fou, il m'écoute peut-être, mais il a surpris quand même pas mal de ses congénères, en fait, parce qu'effectivement, parler directement à ses usagers via un blog, c'était pas très corporate, je dirais, au niveau banque. Et donc, ça a été quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui, il est imité, bien sûr, par beaucoup de gens. Et ce sont des médias qui ont vraiment un franc succès et qui participent aussi à faire tomber quand même certaines barrières au niveau de la banque. Ça, c'est très important pour nous. Facebook, pour nous, c'est bien sûr un outil commercial, on ne va pas s'en cacher, mais c'est surtout un outil de veille par rapport aux usagers. On voit sur les médias sociaux, effectivement, des expressions beaucoup plus vraies, beaucoup plus réelles de ce qu'attendent de nos usagers de la banque. Et ça, on y est vraiment très vigilant aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup. La banque change. Donc la banque que vous connaissiez hier avec ses agences fermées et je dirais où il fallait prendre rendez-vous, change énormément. Elle devient aujourd'hui accessible vraiment depuis n'importe quel mobile, n'importe quelle tablette et de n'importe où, avec aussi bien sûr des nouveaux métiers du coup qui s'y développent, notamment des métiers aujourd'hui autour du web marketing, autour du traffic manager, du community manager, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis tout simplement le métier du conseiller bancaire qui change, puisque le conseiller bancaire a affaire aujourd'hui à des clients dont il n'est pas la seule relation. Un client commence certaines opérations sur sa banque en ligne et puis va voir son conseiller pour repartir sur la banque en ligne. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et le conseiller se doit de s'adapter à cette mouvance finalement de la relation et doit trouver sa place. Ça, c'est important. Puis, je me dis que quelque part, on est bien au cœur d'un IUT qui s'appelle Michel Montaigne. Et donc, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on parle d'humanisme numérique ou est-ce qu'on parle de numérique humaniste ? En fait, l'économie numérique, c'est ça. C'est pas autre chose que la rencontre de génies fauchés avec des idiots friqués. Et donc, vous êtes en train de, si vous réfléchissez un peu, effectivement, de basculer entre un monde probablement de bien-être pour demain, grâce au numérique, on va tout résoudre grâce à ça, et puis quelque part, une espèce d'esclavagisme. Et voilà ce monde-là qui est en train d'émerger entre cette espèce de virtualité du bonheur, du bien travaillé, de la puissance, du partage, et quelque chose qui tient peut-être à une nouvelle civilisation qu'on rencontre dans nos entreprises et qu'on vit tous les jours. Si je vous en parle, c'est parce que je le vis tous les jours. Une espèce de civilisation qui peut-être manquera de relations humaines demain. Oui, très bien, ok. On a des outils et vous savez comme moi... les réactions humaines sont telles que lorsqu'elles n'ont pas leurs outils, elles sont malheureuses. Un jour, j'arrive à la société, chez I2S, et le serveur était en panne. Oh, le serveur était en panne. Le paysage, les mecs tous dans les couloirs, je vous jure, tous dans les... Comment ça ne marche pas? Paumé, perdu. Complètement perdu. Donc, vous voyez cette dualité entre, d'un côté, l'usage qu'on a pour nos métiers, de l'Internet, et dans lequel j'entends tous les noms qui ont été cités, et je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je sais qu'il y a beaucoup d'outils. Et puis d'autre côté, ce côté humain qu'il va falloir qu'on garde dans nos entreprises. Le réseau ne suffit pas. Voir des amis sur Facebook ne suffit pas. C'est utile, c'est important, ça permet d'étendre nos connaissances et nos savoirs, de partager des choses ensemble, mais pas tout à fait comme les hommes et les femmes peuvent le faire dans les groupes. Vous savez, souvent je dis qu'est-ce que c'est qu'un innovateur? Et la seule définition que j'ai pu trouver au bout de 22 ans, c'est celui qui crée des choses pour faire progresser l'humanité. Et vous avez quelque chose de formidable que j'ai découvert pas plus tard que le mois dernier, c'est que les gens ont plaisir à travailler ensemble. On n'est plus sur des relations clients-fournisseurs à l'intérieur de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le produit arrive à la fin, le mec du marketing n'est pas content parce que, vous savez, vous lui faites une balançoire et puis vous avez un pneu à la sortie. Là, les gens conçoivent les choses ensemble. Mon neveu me dit « Google a changé ma vie ». Ouais, 17 ans. Longue vie.
Non, Google lui a filé des trucs gratos. Qu'il a piqué à vous, tous, là. Hein, et il fait du pognon et de la publicité à côté. Voilà ce que fait Google. Mais s'il n'y avait que ça encore, ça serait pardonnable. Après tout, on est dans un monde libéral et donc qu'une entreprise fasse du pognon avec ce que vous lui donnez, quoi de mal à ça? Le problème, c'est que Google est le seul à faire ça. Ou pratiquement le seul. Premier problème. Et deuxième problème, c'est qu'en plus, il affiche quelque chose, c'est qu'il vous dit, moi, Google, je veux organiser l'information du monde. Alors posez-vous bien cette question de ce que vous êtes en train de faire lorsque vous dites que Google, c'est formidable et que vous vivez dans un univers très beau. Moi, je considère que Google est une secte. Elle a tous les comportements de la secte, y compris celle de mettre en forme, dans des contextes passionnants et dans un bonheur perpétuel, ses propres employés. Vous avez tout. Vous avez les gourous, vous avez le Dieu, vous avez tout. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que je vais faire avec mes scanners lorsque tous les livres seront numérisés? Eh bien, je me dis, on va exploiter le contenu des livres qu'on a numérisés. Et je suis en train de faire migrer, et croyez-moi, c'est pas simple. Hein. Quand vous avez des ingénieurs électroniciens qui ont les mains dans le cambouis, qui essayent de faire des caméras, des systèmes de numérisation avec des bras qui oscillent, des robots et des machins comme ça, et que vous êtes en train de leur dire, demain, notre métier, c'est faire de la sémantique, faire des métadonnées, faire de la diffusion de la connaissance partagée sur Internet, bonjour les dégâts et bonjour les évolutions des modèles économiques. Donc en 2007, on a commencé à récupérer le fond du acquis papier pour en faire un acquis, une base pour le acquis sur le web. Et à l'époque, on avait des amis, donc on avait, je sais pas, 800 visites par mois ou quelque chose comme ça. Maintenant, 6 ans après, c'est ça. On est grosso modo sur 250 000 visites par mois, 500 000 pages vues par mois et 90 000, ce qu'on appelle, nous, des visiteurs récurrents. Donc, ce n'est pas les visiteurs uniques, mais c'est les visiteurs récurrents, c'est-à-dire qu'on considère que le lectorat, c'est à peu près 90 000 personnes. Bon, alors, très très vite, pourquoi on est passé sur le numérique? D'abord parce qu'il faut savoir que quand Acquis-Presse a arrêté de faire du papier, Acquis-Presse avait aussi plus beaucoup d'argent. Donc on est reparti sur le web et ça nous a permis évidemment d'avoir des coûts de diffusion extrêmement réduits et d'autre part ça nous a permis de virtualiser la rédaction, c'est-à-dire maintenant on a des bureaux mais à l'époque on n'en avait même pas et les gens travaillent depuis chez eux et tout ce qui est rédaction est virtuel. Par rapport à nos lecteurs, c'est-à-dire que comme on n'a jamais fait de campagne de communication pour dire qu'on existait, on est allé chercher les gens là où ils sont et essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc depuis 2008, on a une présence sur les réseaux sociaux qui est très importante et qui se renforce. Actuellement, j'avais fait le calcul là début janvier, on avait à peu près 12 000 personnes qui nous suivaient sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, pages et comptes. Voilà. Et ça, c'est un élément important parce que je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on est une exception dans la presse. C'est qu'on a à peu près 9 à 10% des gens qui arrivent sur un article d'Acquis via les réseaux sociaux. Sur un site comme Rue 89, c'est 2-3%. Donc on est vraiment, on a eu un phénomène d'occupation du terrain. Et on poursuit cette stratégie en quelque sorte, même si c'est une stratégie. C'est-à-dire que dès que quelque chose apparaît, on crée un compte Acquis-Presse, on commence à publier dessus. Et puis on voit si le truc tombe à l'eau, on arrête, si ça marche. Donc là, on est sur Pinterest, on va un petit peu partout. Le but du jeu pour moi, c'est que quand quelqu'un tape information Aquitaine, il tombe sur Acquis, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Après, on a inventé ce concept absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on devrait être rémunéré au clic. Je ne suis pas le concepteur de la bannière, je ne suis pas le concepteur de la campagne, je ne suis pas le concepteur de quoi que ce soit, mais on me donnerait de l'argent quand les gens ont cliqué sur la bannière. Donc j'imagine un système de lunettes qui fait que quand vous lisez Sud-Ouest, si vous lisez effectivement la publicité, il y a un compteur qui s'incrémente chez Sud-Ouest, et puis Sud-Ouest vous facture à la fin, il y a 10 personnes qui ont lu son truc. Voilà. Donc il a fallu trouver d'autres pieds à notre triptyque économique, donc on travaille comme agence éditoriale. C'est-à-dire qu'on produit des contenus pour les tiers, puisqu'après tout, c'est le métier des journalistes, c'est pas le mien, mais c'est le métier des journalistes. Donc on produit des contenus pour les tiers, et on gère des partenariats éditoriaux. C'est-à-dire que, par exemple, on est tous les ans présent au Salon de l'Agriculture pour couvrir vraiment le Salon de l'Agriculture, le Salon régional de l'Agriculture. On déplace la rédaction, etc., et on assure une couverture intégrale du Salon de l'Agriculture en restant dans notre ligne éditoriale. Et on a une troisième activité qui est de la formation, puisqu'après tout, on a acquis
en 6 ans et en 40 ans de carrière pour Joël et en 30 pour moi, pas mal de savoir-faire, pas mal de choses, et donc maintenant on essaye de le dispenser. Donc le but du jeu, c'est de ne pas dépendre que de la pub, de ne pas dépendre que de l'agence éditoriale et de ne pas dépendre que de la formation pour avoir un équilibre économique qui tienne la route. Puis peut-être commencer à se dire, si je veux avoir un équivalent de Dropbox bien sécurisé, où je sais que mes données, il y a un bon contrat et je vais pouvoir les récupérer, on ne va pas me promener avec ça pendant X mois ou X années, va peut-être falloir que je paye. Si je veux un agenda partagé qui fonctionne bien mais qui soit confidentiel et qui fasse que je suis assuré que ça marche, faudra peut-être que je paye. Et si je veux une bonne information de qualité écrite par des gens qui savent écrire, qui réfléchissent, faudra peut-être que je paye.